Bien le bonjour les bonitos, comment ça va depuis la dernière fois? En fait ça fait pas si longtemps que ça, c'est ce mois de février qui challenge notre efficacité. On avait déjà sorti l'épisode de janvier le 1er février, alors vous imaginez le défi pour sortir celui de février en février. Va-t-on réussir? Le suspense est à son comble, mais bon en fait on s'en fiche si on n'arrive pas, on pourra toujours mettre ça sur le dos de David et sa dernière chronique à la gloire des retardataires. Mais l'important est là, nous sommes de retour et avec une nouveauté. Avant de vous la dévoiler, faisons un petit point sur ce qui s'est passé durant ce mois écoulé. Si certains d'entre vous suivent le podcast Comme en passant, dont on vous a déjà parlé plusieurs fois, vous avez certainement noté un petit quelque chose dans l'épisode intitulé « Tu peux toujours courir ». Alors si vous l'avez pas écouté, franchement, on vous le recommande très chaudement. Et big up à Xavier au passage. Sinon, même si Émir a cassé toutes nos velléités de bonnes résolutions de nouvelle année, figurez-vous que chez Jogging Bonito, on en a pris quand même. Esprit de contradiction, certainement. Et comme je vous l'ai suggéré, on a introduit de la nouveauté pour cet épisode 13 de Jogging Bonito. J'en avais marre en fait d'être seule face aux assauts de plus ou moins bonne foi d'Émir et de David, donc je me suis trouvé un poteau pour m'accompagner sur cet épisode. Jeune, beau et talentueux, tant qu'à faire, j'ai pas fait les choses à moitié. Voici Jean-Baptiste, premier invité de Jogging Bonito. Salut Jean-Baptiste, ça va? Salut tout le monde, ouais, très bien, content d'être là. Alors, tu sais qu'Émir et David se sont préparés pour mettre à l'épreuve tes convictions ou habitudes face à ta pratique de la course à pied. Car oui, truc de ouf, tu cours. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Donc moi j'ai 26 ans et j'ai commencé la course à pied en club il y a à peu près 10 ans quand j'avais 15 ans. Mais avant ça, déjà avec mes parents, j'ai toujours couru. Et donc je suis arrivé en club à 15 ans je faisais du 800 mètres et du 1500 mètres. Un peu toutes les disciplines de l'athlétisme, enfin du demi-fond. Et après, pendant mes études supérieures, je me suis blessé et je suis revenu petit à petit à l'entraînement en incorporant des séances de natation et de vélo. Et donc tout bêtement, je me suis mis comme beaucoup après au triathlon. Ok. Et donc là, ça fait 4 ans que je fais du triathlon et 3 ans en club. Ok. Donc voilà, et donc si j'ai la chance d'être ici avec vous les bonitos, c'est parce que au travail j'ai le plaisir d'être avec Émir. On est collègues de travail, et donc c'est assez cool puisque tous les vendredis on peut se parler un petit peu course à pied et puis je peux le challenger là, sur ses performances incroyables de terminer juste finisher ou 3e en partant de la fin sur ses courses. Oh, tu commences fort là, Ouais, je commence. Et donc voilà, donc je suis ravi d'être là et d'apporter un petit peu plus de sérieux et de dignité dans ces entre David et Émir. Ah, ça me fait plaisir. Ouais. On a pensé que ce serait intéressant de faire profiter au Bonito de tes conversations avec Émir sur vos visions différentes de la course à pied. Donc, bienvenue à toi. En tout cas, on est heureux de t'avoir à nos côtés. T'inquiète pas, David n'est pas aussi méchant qu'il y paraît. Et quand bien même, je suis là, je vais t'aider, t'inquiète pas. Je connais les deux énergumènes. Et en parlant d'eux, on les invite à se joindre à nous. On se fait l'émission tous les deux, tranquille. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on va peut-être les inviter. Allez. Salut les gars, vous êtes prêts à avoir de la concurrence là? Ah bah ouais, quelle superbe entrée en matière. Ouais, on est chaud là, on a qu'une idée en tête, c'est de se venger immédiatement de ce qui vient d'être dit. Ça fait plaisir de recevoir un athlète, un vrai, et je me sens moins seul du coup. Bon, on va passer aux choses sérieuses directement parce qu'il y a du lourd aujourd'hui. Au programme, on a Émir et sa chronique intitulée « Pourquoi les clubs ne me conviennent pas ?» Ensuite, on aura David qui s'appliquera à démonter un article publié sur Tempo Run Club. Donc voilà, tout un programme. On va commencer donc avec Émir, qui a décidé d'y aller bien franchement en s'attaquant au club d'athlétisme. Et vous verrez pas seulement, il s'est pas arrêté là. Émir, on t'écoute gentiment, le temps de nous échauffer, de faire nos gammes, avant d'entrer dans le cours de séance qui risque fort d'être bien relevé.
Très bien, donc les amis, les bonitos, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi les clubs ne me conviennent pas. Ça tombe bien, on a Jean-Baptiste qui est là, qui est un habitué des clubs. Donc pour l'accueillir, rien de mieux pour moi que de vous expliquer mon expérience avec tous ces trucs qui essayent de cadrer la pratique de la course à pied. Donc cette fois-ci, les bonitos, afin de vous faire réagir et de faire réagir notre ami JB ici présent, adepte de l'entraînement en club, je vais vous expliquer pourquoi j'estime à ce jour que les clubs, les coachs et les plans d'entraînement, c'est de l'histoire ancienne. C'est en réalité pas parce que j'ai un esprit de contradiction trop développé et que j'aime taper dans tout ce qui peut être assimilé à un code. Par code, j'entends tout ce qui s'apparente à des habitudes admises, des us et coutumes inexpliquées, des mœurs ou toute forme de pratique mise en œuvre régulièrement avec plus ou moins de réflexion derrière. Donc c'est vrai que j'ai cette caractéristique aussi, celle de vouloir à tout prix contredire. Mais il faut l'admettre, mais là c'est vraiment pas que pour ça. J'ai essayé ces trucs, et voici ce que j'en pense. Alors attention, j'ai rangé les pincettes, en particulier après l'intro de Jean-Baptiste, donc il y a quelques dents qui vont grincer, je préfère prévenir. Alors d'abord, commençons par le plan d'entraînement. Donc je commence par dire qu'on peut en trouver des millions sur internet gratuitement en cherchant 2 secondes et demie, et qu'on en trouve également 45 par an dans toute la presse running spécialisée, avec des micro-variantes insignifiantes, soi-disant en fonction de l'objectif que l'on prépare. Donc ces trucs essayent de vous faire croire qu'il faut comprendre les notions de petit R, de grand R, de FCM et de VMA pour faire des progrès, et personnellement j'ai franchement du mal. Je ne nie pas qu'il y a certainement un gros gain de forme physique et de performance à la clé si l'on suit convenablement ces plans d'entraînement, j'en suis même convaincu, tout comme je suis convaincu qu'en courant sans faire de plan d'entraînement, on progresse. Ce n'est pas tant affiner la méthode et optimiser les recoins qui va nous faire progresser, c'est plutôt et plus simplement de tout simplement pratiquer. Donc bon, j'ai souvent l'impression que les plans de marathon servent à justifier les 5 € à débourser pour acquérir le dernier numéro de Running Attitude Mag. En plus de ce côté fumisterie qui me plaît pas beaucoup de ces plans d'entraînement, ce que je pense, c'est qu'un plan d'entraînement a 2 inconvénients qui me paraissent indéniables. Donc, premier, c'est que par essence, un plan d'entraînement, c'est une contrainte. C'est même pas péjoratif, c'est un fait. Or, je considère que le running, comme beaucoup de coureurs hors stade, comme une activité de loisir. Il y a déjà dans la vie des contraintes qu'on est forcé d'accepter, notamment une vie professionnelle qui occupe 70% de son temps éveillé, donc si je peux, dans mon temps disponible, éviter de m'imposer davantage de contraintes, alors je le fais volontiers. Et deuxièmement, un plan d'entraînement c'est à double tranchant. Donc si on est rentré dans le monde du running en courant au feeling et par amusement, et qu'on se retrouve à être dicté quel jour sortir et comment courir, alors ce qui était un loisir peut dorénavant être considéré comme une source de stress. Donc moi je dis non merci. Personnellement, mon délire, c'est de courir quand j'ai envie, et le fait de progresser ou pas est souvent dans mon esprit une considération très secondaire. En sachant que le coureur moyen n'est pas un élite, optimiser son entraînement aux petits oignons est certainement aussi pour lui une considération très secondaire. Il existe des millions de motivations à ne pas vouloir se plier à ces séances de contraintes, et tellement que la seule raison pour laquelle ça existe encore, à mon avis, c'est encore dans les mœurs et que c'est encore souvent considéré comme le seul moyen de faire les choses correctement. Entre fucking gros guillemets, en fait. Pardon, il fallait que je la sorte. Majuscule. Ouais, en fucking majuscule. Bon, maintenant que j'ai tous les partisans de plan d'entraînement de la planète sur le dos et que Jean-Baptiste a envie de me frapper avant la fin de mon tour de parole, je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Maintenant, je vais me faire les clubs, maintenant. Parce que c'est quand même le titre de ma chronique. Les clubs sont des organisations, selon moi, qui te permettent de sortir courir plusieurs soirs par semaine avec des confrères et de pratiquer la course à pied en stade. Donc oui, je précise bien en stade, de la course à pied en stade, car je désigne par cela ce que je considère comme l'ancêtre de la course à pied aujourd'hui. Plus précisément par en stade, je veux dire en mode attelé, par un coach qui est a priori plus expérimenté que toi et qui a très souvent des visions nettes de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc tu me vois venir, pour avoir essayé en étant plus jeune, je me suis heurté à plusieurs constats. Donc premièrement déjà, ça n'a pas grand-chose de ludique, mais bon, ça je concède que c'est très subjectif. Deuxièmement, ça requiert une discipline forte. Pour se tenir aux entraînements et s'entraîner en club nécessite une qualité indéniable, il faut être constant. Et là encore, c'est de l'énergie à mettre dans des contraintes. Ensuite, les clubs cherchent à faire de toi un athlète plus performant, ce qui n'est absolument plus l'unique motivation pour courir, en particulier en 2018, maintenant que la pratique de la course à pied hors stade est très populaire. Et enfin, pour moi, c'est très chiant d'être dans un groupe où les plus rapides sont survalorisés, certainement par héritage des valeurs de la compétition dans les clubs. Tous ceux qui sont moins rapides valent moins. Voilà, donc si mes souvenirs sont bons, j'ai dû disparaître du club plus ou moins du jour au lendemain sans trop rien de dire à personne. C'est un peu triste.
Enfin bon, je vais terminer par casser du coach, évidemment. Donc, je parle ici des... Vas-y, ton coachier. Attends, On touche pas à Ndobendidou par contre. Bon, ça va. J'ai un petit mot pour elle, tu vas voir. Donc je parle du coup des coachs historiques des clubs d'athlètes, et non pas des coachs issus de la nouvelle mutation de ce métier, en particulier en 2018, attentionnés et pédagogues qui travaillent à mi-temps sur Instagram. Donc, Instagram. Donc la deuxième partie de ce petit disclaimer, hein, je dis pas que les coachs ne servent à rien, c'est très loin de là. En plus, si je le dis, Margie va me tuer tout simplement, ou va couper ça au montage. Attention. Donc en fait, c'est surtout que j'émets en fait de très très forts doutes sur leur pouvoir de divination. En effet, un coach a l'air d'être quelqu'un qui sait exactement ce qu'il faut faire et quand il faut le faire, et ce qu'il ne faut pas faire. Et pour nous dissuader de diverger de leurs préceptes, il n'hésite pas à invoquer le pire des démons qui soit pour le coureur, pire encore que le croque-mitaine, aka the bogeyman, ou pire encore que le loup pour les enfants. J'ai nommé la blessure. Ces gens n'ont aucune limite. Or, mon esprit limité est incapable de comprendre comment quelqu'un qui n'est pas dans ton corps peut savoir mieux que toi comment ton corps va réagir, si tu es un minimum à l'écoute, évidemment. Donc ok, les coachs, ça a parfois un peu de sens, notamment tout au début quand si on cherche un cadre et qu'on a besoin d'être suivi de près. Mais, 1, je n'admets pas leur abus de pouvoir, et 2, je n'admets pas ceux qui pensent qu'ils possèdent le seul moyen de faire bien les choses. En bref, pour moi, ils ne servent plus à rien quand on sait ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Ça pique ? Eh bah oui, désolé. Donc finalement, voici mes convictions après quelques années de course à pied et qui font que je n'adhère pas à ces fondamentaux du running. 1. Je suis fermement convaincu qu'il suffit de courir pour progresser et que la différence entre un plan d'entraînement et un autre est de l'ordre du détail ou n'est capitale que pour les 0,1% de super élite du domaine. Ensuite, j'ai du mal avec tout ce qui essaye de m'imposer des trucs sans m'encourager à démarrer par une période d'essai, autrement dit, à vérifier par moi-même la pertinence. Troisièmement, la recherche de plus de rapidité n'est plus un objectif universel et le soi-disant potentiel que l'on nomme parfois est parfois voué à être inexploité et de manière tout à fait légitime. Qui n'a pas déjà entendu quelqu'un lui dire si tu t'entraînais correctement, tu pourrais faire 40 minutes sur le 10 000. Ça, je pense qu'on l'a tous plus ou moins entendu, avec des valeurs différentes certes. Maintenant, ce fameux potentiel, pour moi, il est parfois voué à être inexploité, tout simplement. Pour terminer, je considère que la première chose à faire avant de mettre du fric dans sa pratique de la course à pied, c'est de se demander si on n'a pas des choses à optimiser gratuitement avant. Voilà, donc cette chronique a pour but clairement annoncé de faire réagir, de confronter des points de vue, de l'obsolescence ou non des concepts que je nomme, et d'ouvrir dans les prochaines secondes un débat. Emir, je te confirme, ça pique un petit peu. Je vais prendre une petite respiration et on va taper dans le tas. Ça va, Jean-Baptiste ? T'es toujours là ? T'as le droit d'arrêter l'émission, Jean-Baptiste. Hein. Ces gens ne nous comprennent pas. J'ai du mal à tout encaisser là. Franchement, c'était beaucoup de conneries dans ce coup, mais bon, ça va. Enfin... Allez, avant de se rentrer dedans, on va mettre les choses au clair. Emir, tu as dit que tu avais déjà testé le club. Jean-Baptiste, ouais. Tu es en club. David, toi, t'as déjà testé ? T'as déjà essayé un club d'athlétisme ? Ouais, quand j'étais petit, j'ai fait l'école d'athlé un petit peu. J'ai même essayé le saut à la perche. Ouh. Et voilà, j'ai fait des trucs comme le saut, je sais plus ce qu'on faisait encore de 100 mètres, 110 mètres haies, des trucs comme ça. J'avais peur de tomber avec les haies, donc j'ai pas trop aimé. Mais globalement, j'aimais pas l'atmosphère, je sais pas, cette espèce de goût, d'odeur du matériel métallique, etc. Je me sentais pas bien là-dedans, donc j'en ai pas fait très longtemps. Ok. Et même question pour les coachs et les plans d'entraînement. Est-ce que, David, est-ce que tu as déjà suivi un plan d'entraînement ? Est-ce que tu as déjà eu un coach ou quelque chose ? Non, pas vraiment. Peut-être la première fois que j'ai fait un marathon, j'ai dû suivre vaguement un plan, mais bon, ça a pas duré, ça a pas été très précis. Ouais. Il y a juste 2-3 ans, j'avais participé à une séance de fractionné avec des gars du club de Liévin. Parce que je connaissais des gens qui sont dans ce très bon club. J'en ai déjà parlé, je crois, mais c'était 10 km d'échauffement, à 13-14 km/h, suivi de 8 fois 1000, et sachant qu'en plus, le matin, j'avais couru 20 bornes. En gros, j'ai pris 2 jours d'RTT derrière, et j'ai beaucoup dormi. Voilà. Okay. Ils sont fous, ces gens. Ils sont fous. Et toi, Emir, parce que tu dis que c'est pourri les plans d'entraînement et tout ça, mais est-ce que t'en as déjà suivi un ?
Ah ouais, bah j'ai essayé quand même, je me serais pas, quoique si je me serais permis, hein, mais bon. Non, j'ai au moins un tout petit peu légitime sur ce point, j'ai essayé, ouais. J'ai essayé, j'ai vu à quel point la discipline que je n'ai pas me faisait défaut pour continuer. À savoir, cette feuille, tous les jours, quand je la regardais, me foutait de plus en plus les nerfs, à me essayer de me forcer à me faire quelque chose que j'avais pas envie de faire. Et un jour, pendant même une séance où il fallait faire, je m'en rappelle très bien, de l'endurance fondamentale, je lui ai dit mais laisse-moi tranquille, j'ai envie de courir, tu vois. Et est-ce que le truc me faisait marcher ou je sais plus quoi, il voulait que je reste entre tel et tel FCM et c'est du coup j'étais à l'arrêt, ça m'a énervé, j'ai dit vas-y laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. C'était nul aussi et c'est normal que l'endurance fondamentale tu sois ralenti dessus. Bah, je suis en train de marcher et puis voilà. Ok, mais toi, donc Jean-Baptiste, étant en club, t'as un plan d'entraînement, j'imagine. Enfin, c'est ton coach qui te donne un plan. Ouais, totalement. Moi, c'est le coach qui me donne le plan d'entraînement et ça permet d'arriver un peu plus libéré à 19h à l'entraînement. Tu mets les baskets et puis tu découvres ce qu'il y a, puis tu t'appliques machinalement le truc. Ok. Bon, très bien. Alors, on va commencer sur les clubs d'athlétisme et les plans d'entraînement. Hein. Émir, tu considères que c'est des contraintes, mais moi, je pense que ça dépend surtout des gens. Peut-être pour toi, ça en est. Pour d'autres, comme l'a dit un petit peu Jean-Baptiste, c'est en fait, ça permet justement d'externaliser la préparation de ce que tu vas faire en course à pied, quoi. Donc, c'est pas forcément, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, je pense pas que c'est forcément vu comme des contraintes par tout le monde. Ah oui, tout à fait. Ouais, je pense aussi non, c'est clairement pas vu comme des contraintes par tout le monde. Il y a ceux qui sont très bons en gros, qui veulent avancer vers un objectif et qui n'ont pas envie de se préparer eux-mêmes leur séance. Donc ouais, ça c'est clairement bon pour eux. Donc mais pour moi, c'est plus adapté à des gens performants justement. Vouloir ne pas penser à la séance, juste l'appliquer et être sûr qu'ils progressent. Pour des gens qui n'ont pas en tête de progresser, bah composer leur séance eux-mêmes ou même ne pas la composer, juste mettre les baskets, sortir et faire absolument un truc pas prévu, bah ça marche aussi très bien. Quand t'as pas le but d'avancer vers un objectif de performance précis. Ouais, ça s'entend, enfin, si je peux réagir là-dessus. Bien sûr. Ça s'entend ce raisonnement, mais enfin, le club, excusez-moi, mais la contrainte de venir 2 fois par semaine à 18h, 18h30 et de rejoindre des copains et de rejoindre des gens pour aller faire un footing ensemble, enfin, quel stress. C'est pas des copains, c'est des concurrents. Enfin, non, mais c'est des concurrents, il a raison. C'est des concurrents, mais non, quand t'es dans le concours de skate tout le temps, c'est des concurrents, mais en grande partie, enfin moi tous mes meilleurs copains, ils viennent du triathlon ou de la course à pied, de l'athlétisme. Il y a et ouais, non, les contraintes sont quand même assez légères, les contraintes horaires, enfin bon, ça va, c'est après le travail, enfin c'est plutôt cool. Et puis justement, ça permet de motiver à aller courir. Moi, si je suis tout seul, si j'ai pas dans le plan d'entraînement, si j'ai personne pour me pousser un petit peu, me challenger, si j'ai pas d'impératif, bah je vais toujours reporter 5 minutes plus tard et puis finalement il sera à 21h et je saurais pas aller courir et du coup voilà, d'être dans un club, ça permet aussi de formaliser, Ouais. C'est un cadre positif, quoi, dans ce ouais, cas. exactement, ouais. Et David, toi, je pense que ça te conviendrait beaucoup, David, ça. Ah ouais, tu crois? Non, en fait, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais je pense qu'il y a des gens qui aiment livrer leur destin entre les mains d'une personne qu'ils estiment experte, parce qu'en fait, c'est généralement leur manière d'entreprendre les choses. Si par exemple ils veulent apprendre à faire de la musique, ils prennent des cours de musique et ils essayent pas de devenir autodidactes et ils se mettent même pas à composer, par exemple. C'est un type de culture un peu à l'opposé des curieux, en fait, je trouve, qui aiment apprendre par eux-mêmes les choses, parfois parce qu'elles sentent bien qu'un prof ou un coach perçoit pas bien ce qui attire leur sensibilité ou ouais quoi, ce qui les stimule. Ouais, mais attention, enfin c'est pas tout blanc tout noir. Enfin, il y a des gens qui se livrent totalement au coach ou à l'entraîneur et qui lui font 100% confiance. Et il y a des gens qui viennent dans un club pour avoir une infrastructure pour s'entraîner et qui prennent ce qu'ils veulent prendre dans le club. S'ils n'ont pas envie de faire la séance ou si ils ont envie de faire la moitié de la séance. Enfin, c'est vraiment c'est un peu libre cours à chaque athlète de prendre ce qu'il veut prendre dans le club. Donc bien sûr, faut rester dans un cadre un peu respectueux par rapport à l'entraîneur. Mais
c'est quand même assez ouvert, et puis chacun, c'est pas tu suis l'entraînement stricto sensus du coach, ou tu fais tout à ta sauce en termes d'autodidacte. Puis ça veut pas dire que tu réfléchis pas toi-même à ton entraînement non plus. Voilà, exactement. Oui. C'est pas pour ça que la personne va pas réfléchir et va pas se poser des questions sur sa pratique de la course à pied. Je pense. Exactement, et ça permet d'avoir un œil extérieur, puisque le coach, même si c'est un vieux con qui a rien compris à la vie, comme dirait Émir, j'ai pas dit ça. Non mais ça sous-entend, c'est quand même un gars qui a, pour certains, une très bonne expérience de la course à pied. Enfin, moi j'ai eu 2-3 coachs qui ont fait 30 minutes 50 au 10 km et qui ont fait 2h20 au marathon. C'est des coachs qui ont quand même une certaine, qui ont connu des entraînements, qui ont connu qui ont fait des bornes, qui savent à peu près comment ça se passe et comment il faut réagir par rapport à une telle situation. Ils arrivent à déterminer à peu près si tu vas vers le surentraînement, si tu t'entraînes pas assez, quand est-ce qu'il faut faire une semaine de récup. Voilà, ça permet quand même de cadrer quand tu veux dire qu'ils arrivent à détecter les petits signes avant-coureurs d'un surentraînement, ils arrivent à distinguer ce qui est surentraînement et surcompensation, par exemple, tu vois. Il y a des fois tu te poses la question. Bah non, mais l'entraîneur il est pas trop idiot en fait. Son but c'est de rendre l'athlète le plus performant possible. Donc forcément, il va mettre en place le plan d'entraînement pour arriver à ce résultat, pour rendre l'athlète le plus performant possible. Il va pas l'entraîner pour aller au surentraînement. S'il va au surentraînement, il y aura des signes des signaux faibles qui vont montrer ça, et donc l'intérêt de l'entraîneur par rapport à un plan d'entraînement de magazine, c'est qu'il va pouvoir voir les signes, et puis il va pouvoir ajuster le plan d'entraînement au jour le jour. Exactement. En parlant d'ajustement, justement, enfin, comme on parle du coup des coachs, Émir disait un petit peu que chaque coach a sa façon d'entraîner, que c'est la meilleure, mais je pense qu'un vrai coach, un vrai bon coach, il est capable justement d'ajuster et d'essayer plusieurs méthodes, même s'il n'est pas dans ton corps à toi. Il est là pour essayer plusieurs choses différentes, justement. Mais ça d'accord, pour un vrai bon coach. En fait, j'ai envie de dire, moi, j'ai pas dû en voir des millions, alors. Parce qu'à chaque fois que je voyais quelqu'un d'excellent, Jean-Baptiste, tel un athlète de club, nous pour légitimer la pertinence de ces coachs, il nous explique c'est quoi leur meilleur chrono, alors que bon, pour moi le mec qui a un très bon chrono, ça veut dire que il connaît très bien, il a mangé de l'entraînement, il connaît très bien son corps à lui, il sait comment son corps va réagir. Ça veut pas dire qu'il va savoir comment les corps d'autres mecs vont réagir. Et le nombre de fois où j'ai vu des mecs des mecs très très bons, je veux dire très très rapides, on va dire, expliquer, essayer de donner des conseils à des gens qui avaient pour objectif d'être finishers de tel ou tel truc, bah pour moi ils étaient quasiment toujours à côté de la plaque. Bah, enfin, oui, je suis d'accord avec toi. Ça veut pas dire quelqu'un qui est fort dans n'importe quelle discipline, ça veut pas dire qu'il est capable de le transmettre. Oui, à des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs. Tu vois, donc finalement c'est pour moi c'est pas adapté. Ouais, mais en fait ce qu'on oublie de dire, c'est que il y a quand même une phase de qualification entre le coach et l'athlète qui permettent de voir où est-ce que l'athlète veut aller. Si c'est un athlète qui veut faire de la performance, qui veut taper moins de 33 au 10 km, bah le coach il va agir en conséquence et l'athlète va agir en conséquence, donc il y aura une certaine rigueur. Pour moi, dans les clubs d'athlétisme, il y a toujours un briefing entre l'athlète et l'entraîneur pour savoir justement où il veut aller, où l'athlète veut aller. Si l'athlète veut faire du marathon, du semi-marathon, du 10 km ou de la piste, et si l'athlète veut avoir une vision un peu loisir ou avoir une vision vraiment compétition. Ouais. Ok. David. Donc, oui, pardon, je m'approprie le temps de parole comme un ouf. Pardon, David. J'ai juste deux réactions. Vas-y. Je pense qu'à un certain niveau, des coachs un peu sérieux se basent sur des études ou sur des analyses personnalisées de l'athlète. Mm-hmm. Concernant les licenciés lambda, c'est vrai que c'est générique, un peu adapté à un type de profil ou des qualités ou des défauts spécifiques qui se voient. Hein. Moi, je comprends qu'on leur accorde une confiance ou une écoute modérée, mais en même temps, on peut aussi jouer le jeu, accepter de ne pas être encadré de façon optimale. Enfin, je veux dire, pour moi, courir, c'est courir. Si on le sent pas, on peut faire semblant. Et en plus, ce que je voulais dire également, c'est qu'un bon coach, c'est peut-être aussi un mec sympa, un mec marrant, en fait, hein, qu'on a plaisir à revoir chaque semaine, ou 2 fois, ou 3 fois par semaine.
on s'en fout un peu de sa méthode, et le seul fait de prendre ça comme une opportunité de se rassembler, peut nous plaire ou nous stimuler. Exactement, ça c'est le côté un peu, tu vois, des clubs, quand on dit qu'ils sont tournés que vers la performance, il y a aussi le côté ludique et le côté social qui est important dans les clubs. Je pense que Jean-Baptiste oui, mais moi ça me pose aucun souci, pardon Jean-Baptiste, juste une seconde, ça me pose aucun souci si le lieu si je me sens bien dans ce lieu, avec des gens qui m'intéressent, avec des copains, etc., de me retrouver face à un coach qui va me dire il faut que tu lèves le genou comme ça, faut que tu mettes la jambe derrière comme ça, tout ça, et puis lui dire ouais ok, et puis je vais le faire et tout ça, et puis bon en fait si je lui fais pas trop confiance, ou si c'est pas vraiment ce que je recherche, ce progrès technique, de dire oui, je vais faire l'effort, et puis voilà, d'être poli en fait, tout simplement. Oui, mais bon, après la technique, plus on va sur des courtes distances, plus elle est nécessaire. Plus tu vas vers du long, moins la technique a un rôle important dans la performance. Donc je crois savoir que t'es plutôt orienté vers les courses un peu longue distance, donc non, je vois pas ce qui te fait dire ça. Donc la technique de pied, elle est vraiment intéressante sur de la piste. Après, dès que tu sors de là, c'est un peu moins nécessaire, du moins dans une utilisation de la course à pied qui reste loisir, ou en tout cas qui n'est pas performance professionnelle. D'ailleurs, en parlant de performance, Émir, t'as dit dans ta chronique que ça servait à rien, que les optimisations qu'on aurait sur le commun des mortels, finalement, on n'est pas une élite, on n'a aucune prétention olympique, donc ça sert à rien. Mais en même temps, pourquoi le commun des mortels n'aurait pas le droit de vouloir optimiser au mieux sa performance, même s'il sait très bien ça ne mènera pas en compétition, une compétition de ouf. C'est une excellente question, normalement. Je pense que le commun des mortels a tout à fait le droit. Sauf que j'ai tendance à voir ça comme un peu incohérent, c'est-à-dire vouloir travailler sur des choses qui sont vraiment très avancées quand on a un niveau de volume, ou quand on n'a pas forcément la base déjà. Quand on a un niveau de volume faible ou une base non forcément sèche, de vouloir se prendre déjà pour un pro, et d'optimiser des choses très avancées. Alors que ce soit une volonté de le faire par pur loisir, c'est-à-dire quand je veux dire par là, quand on est un athlète qui cherche pas forcément la perf et de vouloir imiter les pros. Si c'est pour s'amuser, aucun problème. De toute façon, on est là pour s'amuser. Si en revanche, le coureur le fait parce qu'il est guidé par quelqu'un qui veut lui faire prendre cette direction-là, alors que c'est pas nécessaire, je trouve ça déjà un peu moins sain. Et enfin, si c'est le coureur lui-même qui souhaite faire de la perf, je pense que là, dans ce cas-là, il nécessite d'être guidé vers un entraînement déjà beaucoup plus retourné aux bases avant de commencer à vouloir faire des choses avancées. Par rapport à ce que dit Émir à l'instant, l'entraînement, si on débute en course à pied, il faut pas rentrer de suite dans un plan d'entraînement, 4 entraînements semaine. Il faut toujours y aller un peu crescendo. Moi, je vois par exemple ma sœur qui commence la course à pied, qui se met doucement à la course à pied. Elle commence à courir, elle a été capable de faire un 10 km. De suite, dès qu'elle a fait son premier 10 km, elle est partie sur la volonté de faire un semi. Et donc on a fait le semi ensemble, et de suite elle veut faire un marathon. Et donc moi je lui dis attention cocotte, pars pas trop vite, parce que il faut quand même y aller doucement, faut encaisser les kilomètres, et c'est aussi comme ça en y allant progressivement et en ne brûlant pas les étapes qu'on va éviter de se blesser et de s'écœurer. En fait, il faut, la course à pied, c'est comme tout. Si on se met on veut faire du piano et on fait 4 heures de piano tous les jours, on va vite être lassé, alors que si on y va plus progressivement, il y a plus de chances qu'on continue dans le temps. Donc voilà, la course à pied, c'est un effort particulier. Il faut l'assimiler avant de monter trop vite dans les intensités, dans les plans d'entraînement. Il faut vraiment garder une mesure, une précaution dans toute cette utilisation. David, tu vas réagir, je pense. Ouais, on vient du nom, mais juste dire qu'on passe le bonjour à Cocotte, évidemment. Émir, dans ta chronique, tu as aussi parlé du fait que les clubs sont tournés principalement sur la piste et la performance. Et ça, pour moi, j'ai un doute là-dessus. Je pense que ça dépend des clubs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si je peux réagir là-dessus, il y a bon, Émir, le pauvre, il a vu un seul club dans sa vie. On peut pas lui en vouloir.
Moi, j'ai pas vu énormément plus de clubs. Avec le club de triathlon, j'ai vu 5 clubs en tout. Ah, quand même. Hein. Ouais, mais en fait, il y a différentes façons de voir les clubs. Il y a des clubs où il y a que des sections performance. Donc forcément, il y a que des gars qui font de la piste, qui vont faire du sprint, des lancers, enfin vraiment les disciplines historiques de l'athlétisme. Il y a des clubs qui incorporent des sections loisirs et qui permettent à monsieur, ok. à tout le monde de faire des petits footings de temps en temps, d'avoir vraiment le côté social du club, avec un encadrement, avec quelqu'un qui lui donne un parcours, qui l'accompagne sur ce parcours et qui En sortant du stade. Donc. Exactement, en sortant du stade. Donc ça dépend aussi des régions. Nous, on avait un bois juste à côté de la piste d'athlétisme, et donc tous les échauffements et la moitié des séances se faisaient en extérieur. Sauf l'hiver, quand il faisait nuit trop tôt, et donc du coup, on était obligé d'aller sur le stade pour avoir de la lumière. Mais ou pour l'été, quand il y avait des séances spécifiques sur la piste. Mais ça, c'est les groupes loisirs ou les groupes qui faisaient de la route, des courses sur route, ils étaient tout le temps en extérieur, ils étaient jamais sur la piste. Donc ce que dit Emir, pour moi, d'être vraiment un club d'athlétisme égal sur la piste et tu cours sur la piste, pour moi c'est un peu... C'est réducteur, quoi. C'est hyper réducteur. Après, ça dépend effectivement de la ville. Je dis pas que tous les clubs sont cool. Ça dépend de la ville, ça dépend du coach, ça dépend des infrastructures, ouais. Mais en règle générale, dans les clubs que j'ai trouvés, il y avait un peu de tout au niveau de la population qui est présente au club, et donc voilà, c'était vraiment cool pour ça. Et c'est vrai que quand on pense aux licenciés des clubs d'athlétisme, on pense souvent à des athlètes ou des personnes qui fréquentent essentiellement la piste, qui font leur PPG, leur gamme, qui vont faire du travail spécifique, des départs, enfin du fractionné, et peut-être réaliser leurs fantasmes aussi. Mais justement, du coup, je te poserais bien la question, JB, toi, dans ton entraînement, quelle part de ton entraînement se réalise sur la piste et sur route, ou dans les bois, ou en tout cas hors stade? Ouais, en nature. En course à pied, ouais. Ouais, c'est un peu aux sensations de chacun. Il y en a qui adorent faire de la piste, il y en a qui aiment un peu moins faire de la piste et qui préfèrent être en nature. Moi, j'aime bien les deux, j'aime bien le côté piste parce que c'est assez rassurant, parce que t'as pas quand tu fais des travails d'allure ou quand tu fais du fractionné, la montre GPS c'est bien, ça te donne une indication, mais c'est vraiment pas précis pour quand t'es sur des distances assez courtes. Et donc la piste, t'as le 200 mètres, t'as le 400, 500, 600 mètres, enfin c'est hyper précis. Tu regardes pas le GPS, tu regardes juste le chronomètre de ta montre, et ça permet de faire des séances précises. L'inconvénient de la piste, c'est que c'est aussi assez frustrant quand on est en reprise ou quand on est un peu fatigué, de voir le chrono aux 200 mètres, se dire ah mince, je suis 1 seconde ou 2 secondes en dessous de ce que je fais d'habitude. C'est assez frustrant, et ça donne toujours ce côté pression. Ouais, ça met une petite pression de côté performance à partir du moment où l'athlète est dans une optique performance. Là, moi par exemple, je reviens de blessure, et donc je fais 0 séance sur piste pour pas me frustrer, et je fais que des séances en nature. De 1, c'est mieux pour la proprioception, et de 2, c'est plus cool, et je dirais même de 3, du coup, t'as moins de repères, donc finalement, tu vas moins vite, il y a du vent, il y a de la pluie, enfin, c'est moins problématique de caler son entraînement avec une séance nature que sur piste. Puis si on fait des 400, et si on veut faire des 400 mètres sur piste en fractionné, et ben en nature on va faire des 1 minute, 1 minute 30, voilà, on a toujours possibilité de reproduire l'effort de piste sur les entraînements nature. Un athlète comme toi, pardon. Et donc ouais, tu me demandais la proportion. Moi je dirais que je mets une séance de piste par semaine. Donc là maintenant que je fais du triathlon, je cours 3 à 4 fois par semaine. Mais c'est plus généralement 3, et donc je fais une séance sur piste, une séance nature, et une séance, un footing long, voilà. Un tiers du temps sur piste. Et après, ça dépend des disciplines que tu fais, mais un athlète va faire, qui s'entraîne 6 fois par exemple, il va faire deux séances sur piste dans la semaine. D'accord. Après, bon, c'est propre à chacun, hein. Enfin, c'est pas une science exacte, hein, mais de ce que j'ai pu voir des autres athlètes qui sont de mes copains, tout ça, enfin, on tourne autour de ça. Comme quoi, finalement, l'athlétisme, c'est pas 100% de piste. On est d'accord.
Ouais, non, il y a plein d'autres exercices qui peuvent se faire, enfin qui ne peuvent pas se faire sur piste. La sortie longue, c'est hyper intéressant et bon sur piste c'est un peu c'est très rébarbatif, c'est un peu compliqué. Il y a les côtes, les exercices de on va dire des 20 secondes en côte ou 150 mètres en côte que les pistards et les crossmen, enfin les athlètes font beaucoup. Et donc ça on le fait pas sur piste, donc on change un petit peu d'environnement à chaque fois. Donc c'est ça qui est aussi l'avantage, c'est pas que faire de la piste, que faire du fractionné, VMA courte, VMA longue, non, il y a pas que ça dans la palette d'exercices qu'est l'athlétisme. Ok. Et pour en revenir aussi à la performance, comme tu l'as dit, il y a des clubs, enfin il y a un groupe loisir. Ouais, bon alors les groupes loisirs, je pense qu'ils sont pas dans tous les clubs. Ouais, ça dépend des clubs. Oui. Ouais, par exemple, j'habitais dans une ville où il y avait un club, c'était que de l'athlétisme, et juste à côté, sur la même piste, il y avait un club, c'était que des loisirs. Okay. Donc qui faisait que des courses sur route, que des courses nature, et donc voilà. Donc là, suivant le club où tu allais, ça orientait un petit peu sur ta discipline. Et effectivement, il y a une sorte de briefing avec le coach pour être sûr qu'on soit bien d'accord sur ce que veut l'athlète. Et puis il y a toujours 2 ou 3 séances gratuites d'essai. Tiens, Émir, c'est pour toi, tu vois. Oui, les périodes d'essai. Les périodes d'essai avant de dépenser de l'argent, ça répond parfaitement à ce que je disais en effet. David. Juste pour rebondir sur la mise en avant aussi des athlètes. Et puis j'ai quand même l'impression à t'entendre qu'on scinde quand même deux mondes entre les athlètes de piste et ce que t'appelles les loisirs, c'est-à-dire les gens qui sortent de la piste, donc les hors-stade, ceux qui vont faire du 10 km. Enfin, je reprends ce que t'as dit juste avant. Donc c'est un peu voilà, c'est ce qui m'interpelle un peu dans ce que tu viens de dire. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que je pense que dans les clubs, les choses tournent quand même relativement autour des meilleurs. J'ai l'impression aussi que parfois, quand il y a des loisirs dans le même club, on aime bien prendre la cotisation des loisirs. Et ensuite, les meilleurs, il faut qu'ils aient des résultats, il faut qu'on les mette en avant. D'ailleurs, ça leur permet d'apparaître sur le journal de la ville et peut-être de donner droit ou d'ouvrir des reconductions de subventions, des trucs comme ça. Bah tout à fait, c'est vrai que les subventions les petits sponsors qui viennent aider les clubs, ils se nourrissent aussi de la communication que fait le club par le biais des athlètes performance et des athlètes loisirs. Donc les athlètes performance, de par leur présence sur les compétitions, vont plus souvent porter le maillot que les athlètes, enfin que les personnes loisirs. Donc le club, il a forcément besoin aussi de communiquer et de se faire connaître pour son but, c'est quand même de vivre, et donc pour agrandir son nombre de licenciés, pour proposer des meilleurs services à ses licenciés. Néanmoins, les groupes loisirs, eux aussi on peut les utiliser pour communiquer. Enfin sur Instagram, il y a plein de photos de groupes loisirs, même ils font des week-ends de courses, ils vont à Amsterdam, ils vont à Berlin faire les courses. Donc le groupe loisir, il est aussi assez bien représenté, et il sera pas représenté dans la page du journal local, notamment, enfin sûrement pas dans la page sport, mais il aura peut-être droit à un reportage sur le club local qui a organisé un voyage, voilà. Mais effectivement aussi, il y a une scission entre les athlètes performance et les groupes loisirs, parce que de toute façon, ces gens-là, ils s'orientent pas vers le même objectif. C'est comme il y a une même scission dans l'athlétisme entre les sprinters et les demi-fondeurs. On n'a pas la même mentalité, on n'a pas la même vision de l'effort. Enfin, l'entraînement est totalement différent, et le jour de la compétition, c'est aussi différent. Donc, je pense que ce qui est primordial pour un entraîneur, c'est l'investissement que va donner aussi l'athlète à venir aux entraînements, à participer aux séances, à se donner aussi bien qu'il veuille bien se donner. Je pense que le pire pour un coach, pour un entraîneur, c'est d'avoir quelqu'un qui vient comme dans un moulin, qui part, qui revient pas pendant 2 semaines, et qui un jour repointe le bout de son nez. Enfin, c'est pas très motivant pour un entraîneur. Et au contraire, si on a quelqu'un qui se donne les moyens, qui est présent, qui est régulier aux entraînements, qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon, la performance est mise de côté, je pense. Et l'entraîneur, il aura plaisir à voir cet athlète qui est pas forcément très
très performant, mais qui a au moins envie et qui a plaisir de venir aux séances, parce que effectivement de s'inscrire dans un club d'athlétisme ou dans un club de course à pied, l'idée première c'est quand même de prendre du plaisir et de s'améliorer en s'amusant. Donc voilà, pour moi il y a vraiment les deux visions. Bah parfait, Jean-Baptiste, tu nous as fait une conclusion parfaite. Maintenant c'est bon. Je pense que David, Émir, on va tous prendre une licence dans un club d'athlétisme. Émir est d'accord, je le vois. Cache ta joie. Et si tu viendras avec moi à l'entraînement, ça sera cool. Séance gratuite de période d'essai. Ouais. T'as intérêt d'être constant, hein. S'il y en a 3, tu vas aux 3. Attention, Émir. Hein. Même constant dans la période d'essai. Ils sont graves, ces gens-là. Bon, on est tous d'accord maintenant, on est sur le bon chemin et on va pas s'arrêter là, on va passer on va critiquer maintenant l'athlétisme en lui-même grâce à David. Si vous aviez déjà trouvé Émir pas très tendre, préparez-vous parce que c'est David qui s'y colle maintenant et vous le connaissez, il fait pas dans la dentelle. Je vous donne juste le titre de sa chronique qu'il a ironiquement intitulé « Le hors-stade est un cancer de la société française », sous-titré « Et je reste zen ». Bon, ouais, ça reste à voir. Oui, j'ai convoqué quand même Joseph Pilate pour m'aider dans ce but mon pote. à appréhender ce que je vais vous raconter. Tout d'abord, je tiens à dire que cette chronique a été déclenchée par notre fidèle ami Nico Degan sur Twitter, qui fait partie de notre cercle de réflexion au département veille de contenu putassier sur blog récalcitrant et qui nous a relié un billet comme je les affectionne. Alors Nico, j'ai lu. Je vais réagir, mais je précise qu'avant de le faire, je suis parti participer à un stage de 15 jours en Camargue, durant lequel j'ai pu trouver le calme intérieur au contact des chevaux. Je vais donc m'attaquer... Pourquoi faux? Ça m'étonnerait que tu sois calme. Si, tu as trouvé le calme intérieur. Ouais, tout à fait. J'ai lancé mon application Petit Bambou, tout va bien. Ah, ok. On est bon alors. Alors, je vais donc m'attaquer à ce billet de merde. Voilà. Sobrement intitulé Manifeste, arrêtons de glorifier les courses à saucissons. Et en haut duquel il est écrit: tu veux une médaille? Le cancer du syndrome du finisher qui fait mal à l'athlétisme. Putain, quoi. Alors, Gonzague, comment vas-tu aujourd'hui? Tu as besoin de lumière? Tu as de jolis pouces, tu sais? Excusez-moi, je parle à ma plante. Alors, je répète. Tu veux une médaille? Le cancer du syndrome du finisher qui fait mal à l'athlétisme. Je pense que c'est surtout cette phrase qui fait mal à la langue française, même si son auteur est capable de coups d'éclat littéraires selon sa présentation, avec faute d'orthographe d'ailleurs, mais passons. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, vous vous doutez bien qu'il ne s'agit pas d'une envolée lyrique adressée aux coureurs lambda. Il s'agit d'une énième sortie du monde de l'athlétisme pour fustiger le manque d'équilibre entre le traitement médiatique qui lui est réservé par rapport à celui dont bénéficient les autres. Et je dis les autres parce que, malgré des précautions prises pour ne pas les vexer, le billet est truffé de passages excluants et peu élogieux, parlant de mérite, de valeur, etc. Sur le fond, ça part d'une performance sur 3000 mètres en salle au championnat de Bretagne, et éclipsée dans la presse locale par la 5e place d'un coureur inconnu lors d'un 7 km hors stade. Il y a sans doute une raison, un angle particulier, mais je l'ignore. En tout cas, je peux comprendre que ce soit rageant. Mais de là à être, je cite, dérangé que notre sport ne soit pas reconnu à sa juste valeur, je m'interroge. Et quand plus loin l'auteur dit « La plupart des coureurs que vous voyez s'aligner sur des épreuves de piste, de cross ou de salle, autrement dit les terrains qu'on assigne traditionnellement aux licenciés des clubs d'athlètes, trusteraient les premières places des moindres courses de clochers qui s'organisent chaque week-end. » Alors, je sens une sorte d'opposition qui en dit long sur le niveau de considération à l'égard des pratiquants hors stade, et je me vois contraint de caresser un chat pour rester calme. Alors, en plus, j'ai envie de dire que c'est déjà le cas, puisque en première page des résultats de courses à saucisson, on retrouve de nombreux licenciés de clubs d'athlétisme. Est-ce que vous entendez les hors-stades s'en plaindre? La réalité, c'est que ce sont deux mondes qui cohabitent et que l'un des deux a plus de mal à accepter l'autre. C'est mon avis.
Cette opposition décrite par l'auteur est en contradiction avec le désir de la Fédération française d'athlétisme d'impliquer les clubs pour qu'ils deviennent des acteurs incontournables et qu'ils aient les moyens d'accueillir de nouveaux participants. C'est écrit dans les rapports d'activité. Le hors-stade est considéré comme un secteur à fort potentiel de développement. Combien de runners en France d'ailleurs, Émir ? Ah ouais, Émir, au dernier recensement, on en est où ? 55 millions, je crois. Ah, Selon la police ou la CGT ? ou les syndicats, ouais. Alors, et oui, en 2017, la FFA comptait presque 310 000 licenciés, soit une augmentation de 100 000 personnes depuis 2010, ce qui est énorme d'après mes sources concordantes proches du dossier. En complément des performances des athlètes professionnels, l'arrivée des cancéreux y est peut-être aussi pour quelque chose. Des cancéreux en rémission, dirait notre blogueur, j'imagine. Alors, remarquez qu'il s'en fout peut-être du nombre de licenciés, et que pour avoir la carte, il vaut mieux être performant. Pour preuve, il déplore que le slogan olympique « plus vite, plus haut, plus fort » ait été quelque peu édulcoré en un slogan qu'il qualifie de paresseux. L'essentiel est de participer. Alors, les trailers ont leurs puristes, qui se paluchent en lisant les genoux dans le GIF ou le GIF, je ne sais jamais comment on le dit, et se foutent de la gueule d'Anne de Bendidou quand elle vient faire mumuse sur leur terrain. Les athlètes auraient également leurs puristes avec les clubos, qui, vous l'attendiez tous, vous ressortent l'exemple de Jean-Pierre qui passerait injustement pour un bonhomme quand il est finisher de son marathon en 6h15. L'auteur n'a pas oublié de le mentionner. Et moi je ne m'énerve pas, je trempe mon poignet dans une bassine d'huiles essentielles de marjolaine. Bon courage, ça pique. Tout va bien. Tout ça, c'était pour le point C. Vous connaissez le point C ? Non ? C'est le point condescendance, que l'on appelle également le point con. Hein ? Ah, d'accord. Et il s'applique à celles et ceux qui traitent les autres d'ignorants, comme j'ai pu le lire sur ce blog. Ce qui me permet de faire une transition sur le point S, le point Spiridon. Vous me connaissez, vous savez que ça me tient à cœur. Car ce que semble ignorer l'auteur, c'est une partie de l'histoire de son propre sport. S'il avait vécu au début des années 70, il n'aurait pas prêté attention aux quelques gugus qui avaient décidé de sortir son sport des stades, contribuant à ce qu'il ne soit plus réservé à une élite ou participant plus globalement à des avancées pour notre société en matière de santé ou pour le droit des femmes par exemple. À cet égard, je Vive vous les invite à féministes consulter... d'ailleurs, au passage. Oui, on les embrasse. Lorraine Bastide, si tu nous écoutes, nous pensons à toi. Big up. Je connais pas sa VMA. À cet égard, donc, je vous invite à consulter les archives de la revue Spiridon, qui nous a été envoyée en lien d'ailleurs par Sarah, que je remercie, où la place réservée aux femmes est essentielle. Alors, les clubos observeraient en outre que les Spiridons sont des vrais amoureux d'athlètes, car on trouvait dans chaque numéro une rubrique reprenant les derniers résultats ou les records. Fair play les mecs, alors qu'ils étaient complètement méprisés. Près d'un demi-siècle plus tard, il reste un parfum tout à fait réactionnaire. Notre blogueur déplore que l'on soit passé d'une glorification du plus rapide à la glorification du plus endurant. Wow. N'hésitez pas à vous boucher le nez, j'ouvre les guillemets. Ce constat, que nous appellerons syndrome du finisher, gangrène malheureusement tout l'athlétisme français. Il emploie le verbe gangréner parce qu'il ne connaît pas le verbe transformer. Qu'il le regrette, c'est une chose. Il a tout à fait le droit de voter pour François Fillon. Mais en plus, il assimile ce changement du paysage sportif à une nécrose ou une infection. Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait du chocolat en grande quantité ? J'en ai besoin. Mais ça va. Continuons. Humainement, on devrait se réjouir que le sport soit reconnu pour des valeurs qui ne se limitent pas à la performance. Il me semblait même que c'était acquis. L'endurance n'est pas une qualité aussi digne que la rapidité. Enfin, je sais pas. La presse, méconnaissant la valeur que lui accorde à un chrono, serait à fustiger parce qu'elle décide de mettre en avant le sport par une autre caractéristique de l'humain. Enfin, pour certaines personnes, dont peut-être nous, c'est un progrès. Alors, c'est vrai que le marketing passe par là, avec ses canines et ses incisives. Cela peut sembler injuste pour un athlète semi-pro ou qui espère faire carrière, qui engage toute sa vie pour élever son niveau de performance, d'être dans la débrouille, parfois même dans la précarité, alors que ses congénères photogéniques attirent les marques et ont accès à plus de facilité. Mais cela prouve, à mon sens, qu'il faut compter modérément sur les équipementiers et faire pression sur l'État pour obtenir plus de protection
y compris pour ceux ou celles qui ont échoué. Il existe des dispositifs, des conventions avec compensation financière, aménagement d'horaires, etc. Et ce n'est sans doute pas assez, je le sais, quelqu'un dans mon entourage est concerné. Je terminerai juste en invitant nos amis athlètes à prendre conscience qu'ils se trompent peut-être de cible et que le manque de reconnaissance qui les pénalise est un problème lié à l'économie. Alors faites comme moi, quand je lis vos paroles excessives, faites-vous emmailloter et enrouler de la tête aux pieds en position fétale par un thérapeute japonais. C'est signé quoi? Tu peux nous le dire quand même. Comment t'as signé ta chronique? Je m'en souviens plus, mais tu peux me le dire? David, athlète de très faible niveau. Voilà. En carton. Mais j'allais demander à Jean-Baptiste, parce qu'il avait réagi à ça, son qualificatif pour David. Ouais. C'était athlète en carton. Tu l'assumes, okay. Jean-Baptiste? Moi, je l'assume, en tout cas. J'en ai entendu des conneries, hein, mais comme ce billet-là, jamais de la vie. Non, mais c'est bien, David, il parle que, justement, ce blog auquel il fait allusion, donc le Tempo Run Club, pour le citer, ouais. Il dit que ce blog, il parle c'est des ignorants, mais je pense que plutôt que c'est David, l'ignorant sur tout ce qu'il vient de dire. Parce que il y en a des conneries. Là, franchement, je bouillonnais en écoutant sa chronique. C'est juste une question. Vas-y. Enfin, tu connaîtrais pas par hasard l'auteur du billet? Ouais. Non, l'auteur du billet, je le connais pas. D'accord. Par contre, donc les gars qui font partie du TRC, donc le Tempo Run Club, c'est principalement des gars de Bretagne et quelques gars de Normandie. Et c'est des gars que je connais soit d'un peu près ou d'un peu plus loin, mais bref, c'est des gars avec qui j'ai déjà couru et avec qui pour l'un d'entre eux avec qui je m'entraîne. Et donc je tiens quand même à dire que ce blog, enfin cette page sur Facebook, elle est vraiment, ils mettent des posts vraiment très drôles, pertinents. Et c'est super bien ce qu'ils font, donc je dis gros big up à eux et à tout ce qu'ils sont en train de faire, de mettre en place. C'est le Tempo Run Club, c'est ça? Donc ils ont une page Facebook. Ouais, et un blog. Compte Instagram. Ok, d'accord. On donnera ça au Bonito. En plus, pour le coup, j'ai pour être honnête, j'ai lu plusieurs billets, non pas sur Facebook, mais sur leur blog. C'était bon, c'est une approche athlète, voire olympique d'ailleurs. Oh. Ah si. Ah si. Mais non, mais c'est des gars qui font partie de clubs d'athlétisme et qui, excuse-moi David, bon vas-y, je t'en prie. Ah non, enfin il faut lire l'article. Enfin, suffit de lire l'article. Il y a rien de mal à ça. J'ai pas dit que c'était des athlètes olympiques. J'ai dit que ils avaient une vision olympique, c'est-à-dire que le but, l'objectif de l'athlétisme, c'est de former les meilleurs athlètes afin de mieux représenter la France. Je veux dire, c'est incontestable ça. Il suffit de les lire. J'ai lu 5, 6, 7 billets. C'est une approche performance élite, très haut niveau. J'ai pas dit que eux étaient de très haut niveau. J'ai dit que c'était leur approche. Et je ne les blâme pas pour ça. Ils sont plus sur 10 km, ils sont plusieurs à faire entre 30 40 et 30 31 30 au 10 bornes, donc ils sont quand même assez costauds. Et c'est alors pour ce qui parle de ce que tu dis de l'olympisme, j'ai pas dû lire tous les billets, mais en tout cas ce billet là sur lequel on est en train de parler aujourd'hui, je l'ai lu et je l'ai trouvé très pertinent. Et faut pas oublier que c'est des gars de club, donc des gars de club d'athlétisme qui ont un auditoire qui est également des gars de club d'athlétisme. Donc c'est forcément ils parlent à leur père, et donc c'est quand ils parlent de l'athlétisme et de la transformation de l'athlétisme et du manque de popularité de l'athlétisme, c'est clairement dans le but de défendre leur chapelle et de défendre On est d'accord. Voilà, donc je tenais juste à dire ça sur le fait que forcément c'est des gars de l'athlétisme, ils vont bien défendre forcément de l'athlétisme. Oui, mais ils défendent l'athlétisme contre quoi?
Ouais, c'est ça. Ils mettent ils Contre mettent, qui? il y a bien ils mettent en parallèle, en fait, l'athlétisme et la course sur route, c'est ça? Non, Ils voient une concurrence entre les deux ou comment ça se Oui, passe? oui. Non, parce que même si quand on va voir leur blog, leur page Facebook ou leur compte Instagram, ils ont un mot-clé, je trouve, qui est marrant, donc c'est le seuil. Et Ouais. c'est un peu, ils le voient un peu comme, Ouais, c'est vrai. ils le mettent un peu comme une divinité. Les seuillards. Voilà, les seuillards. Et donc, le seuil, c'est quand même un aspect de l'entraînement qui est vraiment propre à la longue distance. Enfin, quand je dis longue Ouais. distance, c'est au demi-fond et au fond. Donc, c'est des coureurs hors stade. Et Ok. piste, cross et hors stade. Et le hors stade, c'est complètement une dimension de l'athlétisme. Si on va sur le site de la Ouais. Fédé d'athlétisme, on a sprint lancé, demi-fond, course hors stade. Et donc voilà. Et donc c'est quand on est amoureux du seuil comme ils le sont, ils sont forcément amoureux des courses nature, des courses longues. jusqu'à Enfin, de l'endurance, quoi. Ouais. Ce qu'ils ne supportent pas, ce sont les coureurs qui arrivent suite à une longue vague de démocratisation de leur sport. Non, je pense pas qu'il soit. Qu'est-ce que tu vas répondre? Je pense vraiment pas qu'il soit hostile à que la course à pied ait pris de l'ampleur et qu'il y ait de plus en plus de débutants et de néo-coureurs. Oh, justement, dans l'article que tu fais référence, moi j'avais noté que à un moment ils disent le TRC, donc Tempo Run Club, a été créé entre autres pour encourager la pratique sportive sous toutes ses formes. Donc ils sont bien. Oui, c'est des conscients. précautions dont je parlais juste avant. Oui, il y a des précautions d'usage parce que forcément ils veulent pas non plus être assimilés à des gens qui critiquent les gens qui ont pas leur niveau. Enfin, il y a pas de. Ils essayent juste de mettre en valeur le fait que aujourd'hui on regarde plus le nombre de kilomètres que tu as parcouru, on regarde juste ton endurance et on fait plus le ratio de vitesse par rapport à distance. Il y a que la distance qui compte. Et moi je trouve ça très juste. Enfin. Quand aux interrégions de cross, donc c'est une compétition qui s'est déroulée il y a pas très longtemps, quand tu termines 43e ou 45e à cette course, tu vaux à peu près 33-30 sur 10 km. Et donc quand tu vas être content ou pas content suivant tes ambitions, tu vas être content de terminer 40e. Le lundi matin, tu arrives à la machine à café, on te demande combien t'as fait à ta course, tu dis 40e, t'es content. Et après, ils mettent juste en valeur que des fois, il y a Robert qui aura fait son 8 km de... Robert. J'ai peut-être pas choisi le bon prénom. Il y a Stéphane. C'est le directeur, c'est le directeur d'Emir et de, non? Je sais pas. Non, d'Emir et de Jubé. Il y a Sébastien qui va faire une course, ou qui aura fait un marathon, et on va dire que l'athlète En 8h15, ouais. il aura fait moins de kilomètres, donc il sera moins performant que Sébastien qui a fait un marathon, ou l'athlète aura terminé 40e alors que Sébastien aura terminé 8e de sa course à la saucisse. Et donc du coup ils mettent juste en valeur le fait que il faut. C'est pas faux, David. C'est vrai que il y a une perte de reconnaissance. Peut-être parce que la course à pied s'est démocratisée, on a perdu la reconnaissance qu'on avait. D'ailleurs, avant, on encensait quand même les sprinteurs avant, et maintenant, on connaissait absolument pas les marathoniens. Maintenant, en fait, ça a shifté, c'est vrai. Les gens sont plus impressionnés par de la distance, en disant ouais, j'ai fini un marathon ou j'ai fait un ultra ou machin, que par un gars qui court le 100 mètres. Hein, je sais même pas les temps, tu vois, du 100 mètres. En fait, le problème c'est pas ça. Le problème c'est pas que les gens puissent penser que Robert ou Sébastien est plus fort que Jean-Kévin du TRC. C'est pas ça le problème. Je pense pas que les gens le pensent. C'est plutôt le problème de l'exposition. C'est l'exposition le problème. Et c'est ce que déplore l'auteur de l'article. C'est l'exposition. Je vais pas dire que c'est de la jalousie, c'est pas ça le souci, mais c'est ne regretter que l'attention médiatique est plosée sur c'est ça tu veux dire? Ouais, voilà. Ouais, en fait elle ne respecte pas ce qu'il estime être une hiérarchie dans la performance. Mais en fait le problème il est pas là.
Tu vois, les articles en question, je peux me tromper, hein, mais je ne crois pas qu'il dit Robert est un meilleur athlète que Cepecno de l'athlétisme, quoi. Je veux dire, je pense pas. Tu vois, c'est une question, c'est autre chose en fait. C'est autre chose qui est mise en avant. C'est d'autres choses que des valeurs de performance. À la limite, dans les articles, on s'en fiche même de combien il a parcouru Robert, de combien de temps il a mis, etc. C'est juste que Robert, peut-être qu'il a une histoire particulière, peut-être que c'est son premier marathon et qu'il a 65 piges. C'est d'autres aspects qui sont mis en valeur et c'est des choses qui proviennent de la démocratisation de ce sport et on doit le voir comme un bienfait tous, y compris les athlètes. Exactement, mais du coup, il faudrait pas non plus perdre le côté quand même performance, quoi. Parce que c'est aussi quelque chose de bien. On devrait aussi l'encenser comme on encense un gars qui a fini à 80 ans un marathon, j'en sais rien, enfin tu vois. Et on le perd un petit peu, c'est vrai, ça ils le disent dans l'article, moi je pense que c'est vrai. Et je ne nie pas ça. Ouais. Je ne nie pas, hein. Je ne nie pas. On peut comprendre du coup qu'il soit un petit peu amer, quoi. C'est pas le problème de Robert, et je dirais, je sais même pas si c'est vraiment le problème du média, quoi. C'est juste que il faut aussi que les athlètes trouvent peut-être d'autres moyens de se mettre en avant. Regardez, je parlais de Spiridon tout à l'heure. Mais Spiridon, il y avait une revue qui existait. Il y a personne qui empêche de la relancer, de créer un site internet, etc. Et c'est des gens qui défendaient l'athlétisme, qui défendaient la performance, etc. Même s'ils étaient un petit peu babacool, hippies, un peu, et qui sortaient des stades, et qui prenaient une certaine liberté, une certaine indépendance par rapport au plan d'entraînement, par rapport aux méthodes, ou par rapport à la rigueur. Mais il mettait en avant l'athlète, la beauté de l'athlète, la technique. Il suffit consulter les archives. Et je pense que, comme je le dis à la fin de mon article, de ma chronique, on se trompe de cible en fait. On est tous d'accord. Moi aussi, je serais d'accord pour que Vincent, Sébastien ou je ne sais pas qui soit mis en avant à la hauteur de ses performances en tant qu'athlète, qui a couru le 3000 mètres steeple en je sais pas combien de temps, je vais pas m'aventurer là-dedans, mais voilà. Tu sais pas combien de temps, c'est ça le problème. Tu vois, c'est ça, clair. Exactement, c'est ça le problème. Faut demander à Jean-Baptiste, il fait du steeple. Ça se dit comme ça, steeple? Oui, du steeple, ouais. Émir, tu veux réagir là-dessus? Parce qu'on t'a pas entendu encore. Tu es bien silencieux. C'est vrai. Bah en fait, je crois que je comprends les bonhommes du TRC dans un sens, hein, ouais. même si bizarrement, hein, je pense qu'on m'attendait tous sur le fait de leur gueuler dessus à ces gens-là, dégueulasse. Mais en fait non, au contraire, je crois que je comprends un peu leur truc, tout en n'étant pas 100% d'accord. Alors voilà, je suis pas d'accord, mais je comprends pourquoi ils réagissent comme ça. Alors pourquoi? Parce que déjà, pour revenir sur le commun des gens, je suis d'accord avec Jean-Baptiste sur le fait que les gens sont impressionnés par des nombres de kilomètres parcourus. C'est-à-dire, si tu dis j'ai couru 100 mètres ce week-end, même si tu les as courus en 9 secondes, voire en 8 secondes, et que du coup t'es le recordman du monde, ben en fait, on s'en fout, en fait, à côté d'un mec qui ce week-end a couru 42 kilomètres. Et ça, c'est lié du coup peut-être au fait que l'humain qui ne s'y connaît pas forcément en course à pied réagit instinctivement en se disant qu'un nombre de kilomètres plus grand, c'est plus dur. Ouais, mais est-ce que c'est instinctif ça justement, ou est-ce que c'est pas les médias qui nous ont mis ça dans la tête, hein? Moi, je pense que c'est assez instinctif en fait. Ouais. Je pense, hein, mais je pense. Je suis pas sûr, hein, mais je pense. On a beaucoup souvent de questions de notre entourage qui sont un peu ignorantes, comme par exemple, voilà, tu rentres de ton marathon, on te demande t'es arrivé combien, tu vois. Enfin, nous, pour les non-élites, tu vois. La valeur, le truc, le chiffre n'a aucun sens. La question sert à rien. Pourtant, on nous la pose quand même. Et du coup, quand par exemple, tu vas avoir un athlète qui explique qu'il est arrivé 40e sur un championnat de renom, avec des pointures, je sais pas, des pointures qui ont un niveau national, et un autre qui va arriver, je sais pas, deuxième sur une course du Tiekar, bah en fait il y a des chances que le gars de la course du Tiekar il soit mieux vu par les gens, parce qu'il est arrivé deuxième. C'est ce que disait Jean-Baptiste au début, en fait. C'est exactement ça. Et ça, en fait, je comprends que les bonhommes qui passent, les gars du TRC notamment, qui passent leur life à faire en sorte d'être reconnus comme des athlètes performants,
quand il y a un bonhomme à la machine à café qui leur explique que en fait c'est pourri et que l'autre il est arrivé deuxième et qu'il est plus fort, alors que lui en gros entre guillemets il en branle pas une et il sacrifie pas du tout sa vie, il est juste arrivé là par hasard en quelque sorte, bah je comprends qu'ils aient du mal. J'aime pas du tout ce discours, hein, non, parce que évidemment je vais complètement à l'opposé, mais moi je suis pas concerné, je suis pas élite et à la rigueur je m'en fous, mais disons que je me mets à leur place. Si je passais ma vie à m'entraîner pour finalement ne pas avoir de reconnaissance, bah, ça me ferait un peu chier. Ouais, je pense. Mais ça, je demande à voir. Tu vois, moi, quand je pratique un sport, même mon métier ou même de l'art, ce qui m'importe beaucoup, c'est d'être reconnu aussi par mes pairs. Enfin, est-ce que c'est pas leur cas, tu vois? Je veux dire, est-ce que en tant qu'athlète, quand machin tape le record du 1500 mètres, est-ce qu'il a zéro reconnaissance? Est-ce que ses potes, est-ce que c'est pas zéro, mais c'est le côté populaire, tu vois. Ouais, et puis même en parlant de ça, on peut parler aussi de la reconnaissance au niveau financier et tout, parce que on peut comprendre que ces gars-là qui font des performances de fou soient un petit peu amers quand ils voient qu'il y a des gens, des blogueurs, des Instagrammeurs ou je sais pas quoi, qui vont récupérer, qui peuvent vivre de ça en faisant des courses et qui ont aucun niveau niveau performant, je veux dire. Là, moi, je peux comprendre aussi que ça. Vas-y, JB, vas-y. Et exactement, moi par exemple, j'ai un très bon ami qui était 3 fois champion de France du 800 mètres. Donc l'inconvénient de la piste par rapport à la route, c'est que c'est vraiment confidentiel, il y a vraiment que les athlètes qui vont sur la piste. Et donc du coup, 3 fois champion de France, le pauvre gars, il arrive même pas à trouver un sponsor. Et à côté de ça, il y a des gens qui font un 10 km en 43 minutes et qui sont populaires sur Instagram et qui vont avoir toute la panoplie ASICS. Et encore, s'ils font 43 minutes, c'est même pas sûr. Hein. Ils peuvent faire 1 heure, c'est pas le problème. S'ils ont des millions de followers sur Instagram, ils seront sponsorisés. Hein. Ouais. Et donc ça, c'est aussi un peu l'inconvénient de l'athlétisme, qui est un sport un peu confidentiel et où par exemple la piste, enfin c'est les coureurs sur route ont un peu plus de chance parce que ils peuvent avoir des partenariats avec les magasins, donc ce qui sont un peu plus ils font un peu plus de représentation, mais les coureurs de piste sont vraiment un peu laissés à l'abandon là-dessus, et ça c'est bien regrettable par rapport à des personnes qui sont vraiment dans le côté populaire. Est-ce que c'est possible que c'est pour avoir cette exposition que les athlètes de piste sortent hors des stades, dans les 10 km, etc. Parce que quand on regarde les classements, globalement, quand on regarde les classements, tu regardes les premières pages, tu regardes les gens ont inscrit leur club, et s'ils sont licenciés, et ils sont très nombreux. Ouais. Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est... Oui, c'est une possibilité. Pour avoir cette exposition? C'est une possibilité, mais ça vient c'est un peu contradictoire avec la préparation. Si tu veux, un coureur de 3000 mètres, ou pire, un coureur de 800 mètres, quand tu prépares ta saison, tu la prépares pour faire de la piste, et donc pour faire à terme les championnats de France élite de piste. Et tu peux pas, en parallèle de cette préparation-là et de cet effort-là, tu peux pas te permettre d'aller faire la course du tiers-quart, comme dit Émir, parce que tout bêtement, c'est tu te mets de la fatigue inutile, tu gâches, tu peux pas faire un entraînement qui est plus judicieux dans ta pratique. Quand t'es à ce niveau-là, à viser les championnats de France élite ou à viser des championnats de France, t'es quand même dans une partie de l'athlétisme qui est assez, je dirais pas contraignante, mais t'as des devoirs. T'as des devoirs pour... C'est une concession, quoi. Ouais. Et donc t'es toujours un peu obligé. Après, il y a des une fois que la saison de piste est terminée au mois de fin juin, début juillet, bah après là il y a tous les athlètes qui vont se reporter sur les courses à la saucisse, les courses de village, et donc là effectivement ils peuvent truster les premières places des courses assez facilement. Un peu de sous aussi. Et un peu de sous, ouais, c'est pas énorme, hein. Franchement, en course à pied, tu gagnes un petit peu de sous, mais ouais, c'est clair. Ça fait pas tout. Et voilà, ouais, ça, c'est pas forcément très compatible d'avoir une très bonne implication sur piste et d'être en même temps sur la route.
Et c'est pour ça que ceux qui gagnent les courses sur route de clocher, enfin les petites courses, et qui sont en club, c'est pas les meilleurs gars de club. Parce que généralement, enfin les petites courses, ça se gagne en 33 minutes généralement, en 32, 33, ouais, mais un peu mieux quoi. Même 31, hein, mais bon. Ouais, 31, mais quand tu fais 8,27 au 3000 mètres en salle, bah ça équivaut à un 30-50, ça équivaut à un 31 minutes sur 10 bornes. Donc enfin pour moi les gars par exemple du TRC, s'ils vont sur des courses de village, bah, ils gagnent les premières places sans problème, mais c'est pas forcément. Ouais, mais ça on le conteste pas. Je pense pas que les gars du TRC ont une jalousie du fait que d'autres personnes aient plus de médiatisation. Ils ont juste une envie de montrer que attention, le sport de l'athlétisme perd en notoriété. C'est peut-être dû aux journalistes qui promouvoient pas assez les courses dans les journaux, dans la presse locale. Et donc voilà, c'est vraiment une sorte de message, pas d'alerte, mais enfin c'est vraiment un message fort pour essayer de sensibiliser les gens, et moi je le vois comme ça, et tous mes potes l'ont vu comme ça. Tu sais, moi je pense que je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'il y a un vrai problème pour ce qui est des moyens pour les athlètes de subsister. Je sais certains sont vraiment une extrême précarité, vraiment. Mais je pense que c'est pas une méthode très attractive. L'agression, tu vois, ça marche pas très bien, crois-moi. Et ce que je lis dans le papier, en fait, c'est genre, enfin, employer des mots comme cancer, etc. Enfin, tu vois, c'est too much. Juste pour réagir, pour rejoindre ce que disait Jean-Baptiste, je pense que quand tu t'adresses à des athlètes qui ont la même opinion que toi, en gros, ça peut être aussi vu comme un cri du cœur. C'est-à-dire, tu dis, c'est pas une bonne idée de gueuler sur les gens pour leur faire comprendre quelque chose. Je suis d'accord. Cela dit, le billet s'adresse pas forcément au grand public et a pas forcément des fins de sensibilisation du grand public, mais peut-être plutôt un cri du cœur, voire un peu de catharsis pour les pairs en fait des gars du TRC, pour en gros pour sensibiliser tout le monde et pour en gros dire on est ensemble les gars, c'est pas bon ce qui se passe, j'en sais rien, tu vois, c'est pas forcément pour moi un but à but pédagogique, et je peux le comprendre très bien. Un billet qui sort de son contexte, qui est destiné à un public en particulier, qui sort de son contexte et qui est vu comme un billet destiné à un grand public, bah forcément il a tendance à être mal vu. Je pense que voilà, moi je peux très bien me retrouver là-dedans très facilement si j'écris voilà un billet qui est complètement pro feeling à l'entraînement et complètement contre tout ce qui va être les méthodes des athlètes ou le coach, les clubs, etc. Ben, je vais l'écrire pour des gens qui me connaissent, donc qui se retrouvent dans ce que je vais écrire, donc qui vont être contents de lire ça. À l'inverse, je vais me faire défoncer sur des forums d'athlètes. Et c'est de bonne guerre, en fait, je crois. Tu mets dans la tête aussi des athlètes que le problème, c'est Robert, quoi. Ouais, tu renforces ce sentiment-là, quoi. Je sais pas, moi, personnellement, j'ai jamais été dans le club et constructif. tout ça, mais ça m'a pas choqué, cet article, je l'ai compris, hein. La première fois que je l'ai lu, hein. Tu t'es pas senti agressé? Non, pas du tout, et j'ai trouvé ça très pertinent. Parce que ça mettait en lumière justement des choses qui passent un peu à la trappe, on s'en rend pas forcément compte. Et je l'ai compris, moi. Je veux revenir sur... pour terminer ce débat, parce que bon, sinon, on aurait de quoi dire, mais il va falloir quand même terminer. Je voudrais parler de nouveau de ce parallèle entre la performance et le côté ludique. Et Jean-Baptiste, je crois que tu as quelque chose à dire qui est très intéressant au niveau des médailles. Tu avais quelque chose à dire là-dessus qui faisait perdre la symbolique de la médaille, et je trouvais ça très intéressant. Tu vois de quoi je parle? Oui, tout à fait. Moi je trouve c'est un petit peu regrettable que sur toutes les courses maintenant il y ait une médaille pour tous les participants. Mais comment tu peux dire ça? C'est pas possible. Non, c'est surtout élitiste. C'est surtout, moi j'ai jamais trouvé de médaille, alors je suis pas vraiment élitiste. J'ai des amis qui sont du coup j'ai des amis partout, c'est dingue. Mais j'ai des amis qui sont organisateurs de courses,
et ils se sont fait un peu très fortement reprocher de ne pas avoir donné de médaille à l'arrivée de leur course. Et les gens attendaient vraiment ça, d'avoir la médaille, parce que maintenant t'as la médaille, tu la mets sur Instagram, et enfin j'ai vraiment l'impression que le but de faire une course, c'est d'avoir sa récompense, sa petite médaille, et c'est bien, bravo, tu as ton image, t'es sage. Enfin, je trouve que on donne plus du tout l'attention à la performance aux trois premiers, et qui ont exactement la même chose sur certaines courses que le dernier. On valorise énormément le dernier par exemple, si on prend sur le format Ironman, je trouve c'est très bien. Le dernier, il a une haie d'honneur, tout le monde est là pour l'applaudir, ok, c'est génial. Mais de là, le hockey c'est génial, le hockey c'est génial. Non, plein de condescendance là. Non, vraiment. Cool. Les gars, vous voulez un apartheid, vous voulez quoi, vous voulez, hein, c'est quoi ces intégristes quoi. Non, vraiment. Mais non. Je trouve c'est mais bien. attends. C'est bien. Il y a l'Ironman, c'est un je sais pas d'où est venue l'idée de mettre des médailles partout. Je sais pas si ça se fait dans tous les pays maintenant. C'est une bonne question. C'est un Je me gadget. pose la question. JB, Je sais pas si c'est le format Ironman qui a mis ça en place, et puis après c'est arrivé sur les marathons, et maintenant tu fais la course du coin et t'as un 10 km et t'as une médaille. Je trouve c'est un peu Ça fait perdre la symbolique de la médaille qui au départ était pour les trois premiers, quoi. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Exactement. Ça fait, comme tu as dit, perdre la symbolique. Et puis tout le monde s'habitue à avoir sa médaille, et voilà, je voulais dire un autre truc là-dessus, mais j'ai oublié. C'est David qui t'a perturbé, j'en suis sûre. Il est tellement furax. David, ça va? Qu'est-ce que tu veux? Là. Tu veux jeter tes médailles à la figure de Jean-Baptiste, c'est ça? Non, je vais maintenir la position de l'aigle pour rester calme. C'est bien. Par exemple, Vas-y, JB. J'ai retrouvé ce que je voulais dire, pour ne pas la nommer, la corrida d'Issy-les-Moulineaux. Donc Issy-les-Moulineaux, 40e édition en 2017. Donc Issy-les-Moulineaux, c'est en région parisienne, et c'est une ville où il y a énormément d'entreprises. Donc je pense que la mairie et le comité organisateur doivent avoir un petit peu de sous, vu le nombre de participants et vu le prix de l'inscription. Et il y avait des médailles pour les arrivants, mais pour les premiers, la course, elle se gagne en 30 minutes et 18 secondes, et il y avait pas de podium, pas de micro, pas de félicitations Léo pour ta victoire, pas de chèque, pas de maillot distinctif. Enfin, il y avait vraiment que dalle pour quand tu gagnes une course en 30-20, enfin en 30-18. Je trouve que c'est un peu dommage en fait, on a sur cette course-là, c'est vraiment l'exemple typique. On a totalement oublié le côté performance et valorisation de l'athlète au profit de tous les coureurs, vraiment de la course populaire. On a perdu le côté récompense du vainqueur. Je trouve que c'est vraiment dommage sur une course comme ça de... David bouillonne, alors on va lui laisser la parole là. Vas-y. Ah non, pas du tout. Tout va bien. Qu'est-ce que tu veux, si le mec qui attire l'attention, c'est pas finalement celui qui a gagné, auquel personne ne peut s'identifier, hein, puisque finalement le gars en 30-18 correspond à qui, à part mais il nous fait rêver, c'est ça qui est beau aussi. Mais attends, excuse-moi, mais s'il y avait pas cette démocratisation de la course à pied, mais la course du saucisson ou la course d'Issy-les-Moulineaux, etc., ou plein d'autres courses à médailles en région parisienne, etc., elles existeraient peut-être pas en fait. C'est aussi pour ça. Tu vois, donc en fait, il faut aussi voir la médaille comme un gadget. Je veux dire, moi aussi, je suis d'accord. Hein. Si tu écoutes l'émission, j'ai dit que les médailles m'importaient peu. J'ai proposé même de réduire la taille des médailles selon les performances. Tu vois, c'est pour te dire, c'est pas quelque chose d'indispensable. Mais entre nous, celui qui fait sa petite photo finish avec sa médaille sur Instagram, personnellement, je m'en tape. Oui, voilà. Enfin, voilà. C'est bien pour lui. Et pour sa famille. Que du coup, les premiers sont pas valorisés à Issy-les-Moulineaux, alors que je pense que du coup, ça fait 40 éditions. Je pense qu'avant, c'était beaucoup plus le cas. Mais du coup, Issy-les-Moulineaux a dû évoluer. C'est une course des Pères Noël, en fait. Donc, il y a énormément de déguisements sur cette course également. Donc, pour rajouter un peu
précision. Je pense que oui, du coup, elle s'est complètement tournée vers son côté populaire et beaucoup moins vers son côté élite. Mais bon, voilà, pour juste aller un peu dans le sens d'expliquer tout ça, comme je disais tout à l'heure, je pense que voilà, l'athlète de très haut niveau, il n'attire plus l'attention, alors qu'un athlète moyen qui fout des oreilles de lapin sur sa tête, il se retrouve facilement sur le journal local, parce que lui, c'est un rigolo et qu'il incarne l'esprit marrant que tout le monde veut bien voir sur les courses aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est aussi pour ça que ces gens-là, ces tocards, ces athlètes en toncard, tu vois, c'est pour ça que ces gens-là, ils se retrouvent peut-être plus valorisés dans certains cas que des Kenyans tout maigres qui ont le droit d'aller sur un podium qui d'ailleurs n'était pas présent cette année. Voilà. Bon, moi je vais faire un podium là parce qu'on pourrait continuer à débattre pendant des heures, mais on va s'arrêter là quand même. On s'amusait bien. si, bien, le faut. Il y avait du punch. Alors, moi je donne la médaille d'or à Jean-Baptiste et je vous mets ex aequo les gars, David et Emir. C'est pas vraiment le sentiment que j'ai eu en écoutant l'émission, en participant à l'émission. Mais c'est pas grave. Je te la donnerai ma médaille. Jean-Baptiste, on te remercie d'avoir accepté de se joindre à nous sur cet épisode. Je te félicite d'avoir botté les fesses d'Emir et David. Ça leur fera les pieds un petit peu. Ça s'est bien passé, t'as apprécié l'expérience, j'espère. Bien joué, JB. Ouais, c'était cool, intéressant. Je suis très content d'avoir vécu ça. Je remercie mon producteur et ma mère. Je remercie tous les gens qui m'ont aidé pour arriver ici. Ah, bien sûr, ouais. On remercie Emir. On risque d'ailleurs de te revoir l'année prochaine parce que bon, tu vas arriver quand même à convaincre Emir et l'année prochaine, il viendra s'inscrire à ton club d'athlétisme. Bien sûr. Donc tu viendras nous en reparler. Sans nul doute. Bon, Emir et David, ça complique les choses d'avoir un interlocuteur finalement ou pas? Un nouvel interlocuteur? J'espère qu'on l'a fait transpirer quand même un peu, quoi. Ah, je crois un peu quand même. Le triathlète. Ouais. Je suis en sueur parce que je bouillonnais quand j'écoutais ta chronique, David. Bon, en tout cas, j'attends toujours la liste des inepties que tu as entendues pendant cette chronique. Il y en a eu que 2-3, c'était soft. Bon, et les bonitos, vous remercie une nouvelle fois d'être là pour nous écouter. Comme vous le savez, on se retrouve sur Twitter, Facebook, YouTube et Strava. Perso, je pense que cette surprise d'avoir reçu un invité dans Jogging Bonito vaut bien un petit 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et tant qu'on est à vous demander des petites faveurs, les bonitos, nous avons mis en place un questionnaire pour nous permettre de mieux vous connaître, vous qui nous écoutez, de façon régulière ou pas. Quelques questions sur vous, sur votre rapport à Jogging Bonito. Ça prendra vraiment pas longtemps à remplir et ça serait vachement sympa à vous de faire ça pour nous. Nous devrions pouvoir partager le lien d'ici peu sur Twitter, sur la page Facebook. On vous mettra le lien vers le questionnaire. C'est tout pour vous les bonitos. N'oubliez pas, Jogging Bonito peut s'écouter en club, avec ou sans plan d'entraînement et est un bon moyen d'oublier les reproches de votre coach virtuel, aussi sexy soit sa voix. À écouter sans modération. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.